On y rencontre un même succès. Ces films font partie de notre patrimoine culturel commun. Tous ici présents sommes capables d'en citer les titres. Au hasard, Dialogue avec mon jardinier, Effroyable jardin, Les enfants du marais, Elisa, et bien sûr le fameux Été meurtrier. Il a tourné avec les plus grands acteurs également. Toutes générations confondues, de Daniel Auteuil à Isabelle Adjani, en passant par Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo. Bref, la liste est infinie. Nous vous prions d'accueillir comme il se doit Monsieur Jean Becker. Là, où vous voulez. Vous préférez. Voilà. Excusez-moi de mon décolleté. Alors donc, nous sommes heureux de vous accueillir, bien entendu. Hier, j'étais à la projection de votre dernier film, Bienvenue parmi nous. Et effectivement, c'est un film qui a recueilli énormément de succès dans la salle, on a beaucoup ri. Qu'est-ce que cela vous fait que la ville de Cannes vous rend un tel hommage pendant 3 jours, M. Becker? Bah écoutez, ça me fait énormément de bien, surtout par rapport à ce film, parce que ce film n'a pas recueilli, pour moi, quand je ne veux pas dire le succès, parce que c'est ridicule, mais le nombre d'entrées que je fais d'habitude sur mes films. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, lorsqu'il est sorti. Et je m'aperçois qu'il y a un phénomène bizarre qui s'est passé, une volonté du public de ne pas aller au cinéma voir le film. Et quand je vois l'accueil qui a été fait ici à Cannes, je suis d'autant plus surpris et content parce que je me suis dit qu'on est passé à côté. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois que c'est dû au fait qu'on était en pleine élection, que c'était le moment du bac, alors les parents restent chez eux avec les enfants pour les conditionner. Et puis pour les footeux, il y avait la Coupe d'Europe. Alors ça fait beaucoup, quoi, pour une sortie de film. Ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de clients. Voilà. Mais bon, on retourne ses manches et puis on repart, quoi. Hein. Même à mon âge, certain. Alors maintenant, je vais vous présenter en quelques mots le principe de cette conversation. Nous vous proposons, Jean Becker, un voyage, une promenade dans votre filmographie à travers quelques extraits de vos films que nous avons sélectionnés. Nous souhaiterions nous remémorer un petit peu votre carrière et puis en savoir un peu plus sur vous. Je me tourne tout de suite vers le public pour bien sûr lui indiquer qu'il peut à tout moment nous interrompre, intervenir pour, s'il le souhaite, poser une question à Jean Becker. Donc nous allons voir tout de suite un premier extrait qui est en fait le dernier film de votre père, Jacques Becker, sur lequel vous avez été assistant, puisque vous avez été assistant, sur 4 films de votre père. Comme ça, en préambule, qu'est-ce que vous a apporté cette relation professionnelle père-fils? Tout. C'est un homme qui m'a tout appris. Sans me parler beaucoup, mais quand je dis qu'il m'a tout appris, il suffisait de le regarder faire. Et je crois que je n'ai pas trop mal regardé et que où il est, s'il est quelque part, il considère que je n'ai pas été un si mauvais élève que ça. Voilà. Autre chose, c'est qu'en plus, lorsque je le regardais travailler, j'étais toujours assez... je veux dire émerveillé, c'est un mot peut-être exagéré, mais toujours stupéfait de la justesse avec laquelle il pouvait exprimer ce qu'il voulait, la rigueur, surtout la rigueur avec laquelle il allait jusqu'au bout de son travail. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Alors, il y a une question déjà dans le public. Oui, c'est Jean-Paul Belmondo apparaît souvent dans vos films. C'était pour savoir si
Enfin, pourquoi vous le choisissez assez régulièrement? C'est pas lui c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. C'est-à-dire que au début, quand j'étais un peu désemparé justement de la mort de mon père, et j'ai essayé de rebondir après quelque chose de... J'avais eu l'impression d'être coupé en deux. Et alors à ce moment-là, j'ai fait un film comme assistant de Henri Verneuil pour gagner ma vie, parce qu'il fallait que je travaille. Et j'ai rencontré Jean-Paul. Et Giovanni, qui était donc l'auteur du Trou, le dernier film de mon père, tous les deux, ils m'ont demandé de faire un film. Ils m'ont tendu la perche et la possibilité tout d'un coup de... Ça n'a pas été facile, parce que quand le film est sorti, les critiques n'ont pas été très tendres. Ça a été... le fils c'est pas le père, j'en ai pris plein la tête. Hein. Mais ça fait rien. J'étais monté d'un cran sur le podium. Je suis resté 2 ans et demi chômeur, parce que le film n'a pas très très bien marché au début. Et puis après, Jean-Paul m'a retendu la perche avec... Je lui ai proposé une histoire qui s'appelait Échappant libre. Il m'a dit, allez, on y va. Et puis, la 3e fois, c'était Tendre Voyou. Donc, si vous voulez, j'ai fait 3 films avec lui, avec cet homme que j'aime énormément, et qui est un magnifique acteur, qui, j'ose le dire, que c'est quand même dans les premières années de sa carrière qu'il a fait ses meilleurs films. Après, il y a eu un peu un détournement par rapport à des films qui faisaient beaucoup d'entrées, mais qui n'étaient pas toujours d'un grand talent, quoi, je veux dire. Jouant toujours un petit peu le même personnage. Mais quand on pense que c'est un homme qui a fait... où il a pris des risques à faire des films de Godard, à faire Le Voleur, à faire Léon Morin prêtre, des films comme ça, vous pouvez penser que Belmondo c'est quelqu'un de très très bien. Alors on passe tout de suite le premier extrait que nous avons prévu, qui est donc un extrait du film Le Trou, le dernier film de Jacques Becker, votre père, polar carcéral, qui voit 5 personnages, 5 prisonniers de la santé, qui tentent de s'évader en creusant un trou. Donc un roman de Giovanni à qui c'est arrivé vraiment, c'est ça qu'il faut spécifier. Oui. C'est l'histoire de Giovanni, mais vraiment. Et l'un des personnages que vous allez peut-être voir dans cet extrait est l'un des hommes à qui c'est arrivé, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait cette évasion, qui est Roland Barba, qui est l'organisateur, qui était l'organisateur de l'évasion. On regarde. Lui, voilà Roland Barba. Donne-moi à boire. Ça va, tu sais, on n'est plus tellement loin. Dommage que tu n'es plus avec nous. Je vais travailler.
Vraiment, Joe s'en sort. Alors, en fait, quand on va voir un extrait de votre première réalisation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Bon, d'abord, les scénarios proviennent de deux romans de José Giovanni. De José, oui. Quand on regarde le générique, vous avez repris un petit peu les techniciens qui travaillaient pour votre père. Et pourquoi vous avez choisi justement un polar pour votre première réalisation? Encore une fois, je n'ai pas choisi, c'est eux qui me l'ont proposé. Et de toute façon, je trouvais que c'était un beau roman de José. Donc c'est pas moi qui ai choisi, j'ai accepté avec la grande joie de travailler avec eux. C'est rien, c'est quand même. Vous permettez que je parle, oui. Bon, j'aimerais, avant de parler de moi et de mon premier film, que des gens réagissent sur ce qu'ils viennent de voir, si vous avez envie de réagir. C'est-à-dire que là, vous voyez des gens qui creusent un contournement, en fait, d'un boyau d'égout qui a été fermé par du ciment armé, et donc impossible à creuser. Donc ils sont obligés de contourner le boyau pour pouvoir retrouver l'égout de l'autre côté. Et tout ça, ça a été un décor fait dans les souterrains du fort d'Ivry. Il faisait un froid de bœuf. Et très bien réalisé dans la mesure où on sent vraiment que c'est difficile d'atteindre son but. Et que ces acteurs, qui n'étaient pas des acteurs, Roland Barba étant un vrai condamné, enfin je veux dire c'est à lui que c'est arrivé, Michel Constantin, mon père m'avait demandé de trouver des acteurs, de trouver des personnages qui pourraient correspondre à son histoire, mais qui ne soient pas des acteurs, justement, pour donner de la véracité à son histoire. Et à cette époque, j'étais très beau, très superbe, un garçon magnifique. Je faisais beaucoup de sport, et notamment du volleyball, et je faisais du volleyball avec Michel, et on était dans la même équipe, il était mon capitaine. Et j'ai dit, bah attends, j'en connais un qui a une tronche, si tu veux, je te le présente. Et je lui ai présenté Michel. Il a tout de suite pris. Et puis j'ai présenté, je faisais aussi du rugby, parce que ça m'amusait à la Carcassonne, avec Philippe Leroy-Beaulieu. Et je lui ai présenté ces deux gars-là, et ils ont fait le film. Alors, c'est une petite anecdote, mais c'est pour vous montrer que ce film a été fait exactement selon la volonté de mon père d'essayer d'avoir un réalisme tout à fait pur. Et je vous parlais de ça parce que c'était, par exemple, pour creuser ça, je vous avais garanti qu'ils en ont vraiment bavé. C'était pas de la gnognotte, c'était un vrai mur avec des grosses pierres, etc. etc. Et c'est en ça que ce film est remarquable, c'est que tout est crédible dans ce film. On croit tout. À un moment donné, mon père avait la hantise, alors que dans l'histoire c'est comme ça, des coups qui frappent, pour ceux qui ont eu le film, pour creuser la dalle dans leurs cellules. Il fallait creuser très fort. Et en fait, dans des prisons, vous avez toujours des cellules qui sont en réflexion, avec des gens qui travaillent, qui font du bruit. Il y a un bruit infernal dans les prisons, j'en ai visité beaucoup, justement pour le film, j'étais son premier assistant, et je vous assure, c'est un bruit incroyable. Donc il fallait que ces bruits soient toujours correspondent avec d'autres bruits qui se passaient dans l'allée, dans l'allée des cellules. Et tout ça, il avait l'envie de se demander si les gens allaient croire à ça. Et en fait, il a tellement bien foutu les trucs qu'on y croit, qu'on croit que c'est possible, qu'il avait peur de se faire choper, mais qu'en même temps, on voyait qu'en face, il y avait des travaux, que dans une autre, etc., puis qu'il y avait du bruit, etc. Voilà. Je voulais simplement vous raconter un petit peu ça, et si vous avez besoin de réagir par rapport à ça, pour ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas. Bon. Oui. Comment est provoqué le moment où on va tout tomber?
Ah ben, c'est du décor. C'est du décor, on était au-dessus et on larguait les trucs. On va passer maintenant à votre premier film, un extrait de votre premier film, Un nommé La Rocca. Oui. En quelques mots, quelle est l'histoire d'Un nommé La Rocca? La Rocca, c'est un personnage qui a d'ailleurs plus ou moins existé, dont José m'a dit qu'il avait plus ou moins existé. Il était un personnage au départ du milieu, donc il s'est séparé. Donc si vous voulez, Jean-Paul était un peu jeune pour jouer ce personnage. Et puis à un moment donné, il apprend que son meilleur ami s'est fait avoir, il s'est retrouvé en tôle à cause de gens qui l'ont balancé, etc. Donc il revient d'où il était, c'est-à-dire dans un pays genre Mexique. Il revient pour essayer de sortir d'affaire. Voilà, alors c'est ça l'histoire de l'excommunié. Parce que ça s'appelait l'excommunié d'Ilasco. Et c'est un peu en gros, les gros traits de l'histoire, c'est ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que. On envoie tout de suite un extrait. Alors, moi, ce que j'aimerais comme extrait, parce que c'est un des plus réussis, je trouve, de ce film, c'est l'histoire de quand ils sont au déminage. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, donc c'était après-hier, on mobilisait des détenus en leur promettant des remises de peine pour déminer des terrains qui avaient été minés par les Allemands. Et donc, parmi ce déminage, il y avait des gens qui étaient des artificiers. Les types commençaient à enlever la terre autour des mines, et l'artificier passait en disant non, c'est pas assez dégagé, vas-y. Il y en a plusieurs qui se sont fait péter la tronche avec des mines comme ça, qui n'ont pas eu leur remise de peine et pour cause. Voilà. Et donc, les deux amis, Belmondo et Pierre Vanek, qui est mon beau-frère, qui est mort, on sent donc là tous les deux dans ce déminage. Je pense que c'est une jolie séquence que je revendique complètement malgré les erreurs que j'ai pu faire dans mon premier film. C'est un moment où justement lui, l'artificier lui a dit enlève plus, et là il sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas aller, et il a très peur de continuer de faire sauter la caisse. Et lui il s'en aperçoit. Donc il va essayer de le faire à sa place, quoi, c'est ça. Voilà.
connais? Ouais. Attendez, je vais te chercher. Où il est parti, allez. Xavier. Xavier! Lève-toi! Tais-toi! Tiens-toi, je te dis! Lève-toi! Xavier! Xavier. Tu vis encore? Permets-toi, va chercher du monde! On finira tous par sauter un jour. Voilà. Là, on retrouve vraiment l'univers carcéral, les personnages de Taiseux. On a aussi un travail sur le son. Il y a vraiment beaucoup de points communs, l'amitié et puis le sens du sacrifice aussi. Vraiment beaucoup de points communs avec le trou. Quel était votre état d'esprit lors du tournage de ce film, de ce premier film? J'avais l'impression que justement, par sa petite lorgnette, mon père me regardait faire. Et je me posais toujours la question, est-ce qu'il aurait fait ça comme ça? Voilà, en gros, c'est un peu ça. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'aime bien cette séquence parce qu'elle elle est forte. Voilà. Mais l'histoire elle-même est forte, je veux dire, mais le rendu n'est pas mauvais. Alors en fait, lorsqu'on regarde un peu votre filmographie, on s'aperçoit que tous vos films sont tirés de romans. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs pièges qu'il faut éviter lorsqu'on veut adapter un roman au cinéma? C'est pas éviter des pièges, c'est essayer. Je m'y prends de la façon suivante, c'est que je fais toujours 3 cahiers. Je découpe le roman en ce qui est visuel, en roman, on peut visualiser, certains dialogues qui sont utilisables, et ce que j'appelle la raconte. C'est-à-dire que dans un roman, on peut évidemment se permettre de raconter des faits. Dire, tiens, je me trouvais aujourd'hui à la médiathèque, j'étais avec des gens très gentils, il y a un monsieur qui avait une barbe et qui se demandait ce qu'il venait faire ici. Et, non, je dis ça quoi, ça va rigoler. Donc, si vous voulez, tout ça, ça peut s'illustrer et en même temps, mais ce monsieur pensait que, qu'est-ce que je faisais faire ici? Comment je vais dire ça, moi? Comment je vais le dire, ça? Moi, le montrer. Que je vous montre, vous, en train de vous tenir comme ça, pas mal de mettre une voix off de votre part en disant qu'est-ce que je fous ici, moi. Vous voyez? Donc c'est pas facile toujours et c'est la partie la plus compliquée pour l'adaptation d'un roman, c'est d'essayer de trouver des systèmes pour visualiser les choses racontées par l'auteur. Voilà. Alors c'est comme ça que je procède. Et ensuite, après, il faut faire un amalgame de tout ça, peut-être changer un peu la disposition de l'histoire, parce que dans un roman, on peut revenir facilement en pensée, justement, en disant, tiens, je me souviens qu'à ce moment-là, là, il faut essayer de remanier ça de façon à ce que, ou vous montrez la scène en flashback, ce qui est toujours possible. Donc, si vous voulez, c'est un travail de ce genre. Mais toujours penser à l'image. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Moi, je dois avouer que j'ai un petit faible pour le noir et blanc. Parce que je trouve que ça donne un certain cachet, ça crée une certaine atmosphère qu'on n'a plus
plus avec la couleur et les effets spéciaux qu'on aurait voulu. Ce qui ne veut pas dire que la couleur ne soit pas jolie et que les effets spéciaux ne soient pas agréables à regarder, mais je trouve qu'à l'époque où on n'avait pas cette capacité-là, ça demandait probablement de la part de personnes comme vous un travail beaucoup plus approfondi pour faire passer et transmettre un message ou une atmosphère. Et puis ça demandait aux comédiens de vraiment jouer leur rôle pour justement atteindre un certain niveau de crédibilité. Je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous sur le noir et blanc. Par contre, votre analyse du noir et blanc, je ne suis pas d'accord. Parce que, au contraire, le noir et blanc, moi si je pouvais, mais on ne peut pas le faire, je tournerais toujours en noir et blanc. Pourquoi? Parce que je trouve au contraire que ça laisse à l'imagination, justement, d'imaginer les couleurs, vous-même. D'enlever les défauts, souvent, qui peuvent apparaître beaucoup plus quand vous faites un film en couleur. Que c'est plus difficile de travailler la couleur que le noir et blanc, encore que un noir et blanc bien travaillé, c'est très difficile. Et que j'ai un côté, si vous voulez, non pas passéiste, parce que c'est pas le cas, mais je trouve que le noir et blanc vous entraîne dans quelque chose de plus fort que souvent la couleur. Mais encore une fois, c'est un avis personnel, ce n'est pas... je comprends très bien qu'on puisse me critiquer quand je dis une chose pareille, mais j'aime bien le noir et blanc aussi beaucoup. Et quand on voit le succès de The Artist, on se demande si on ne devrait pas faire tous les films en noir et blanc. Lorsque vous avez pour projet de tourner Les Trois Mousquetaires, vous n'avez jamais pu faire, vous n'auriez pas pu le tourner en noir et blanc, celui-là. Ah non, je vais attendre un peu. Justement, là, vous avez raison. Là, au contraire, il y a certains films, vraiment, qui sont... Par exemple, je devais faire un film qui était un huis clos que je ne fais plus, qui ne se fait plus, enfin qui va peut-être se faire, j'en sais rien, mais moi je suis plus dans le coup, volontairement, puisque j'ai une salade avec les producteurs, qui s'appelle Diplomatie, qui est une pièce de théâtre qui met en scène le chef de militaire qui était à la tête de Paris à cette époque, qui s'appelait von Scholtitz, un diplomate suédois qui a tenté et est arrivé d'ailleurs à ce que von Scholtitz ne fasse pas sauter Paris. C'est la pièce avec Miss Arresto. Exactement. Et ça, j'ai dit au producteur, je ne le ferai que si, peut-être une raison pour laquelle je le fais en noir et blanc. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Non, ça c'est sûr. Par contre, alors, pour revenir aux Trois Mousquetaires, que vous n'avez pas pu faire pour des raisons, j'imagine, de budget. Voilà. Quel était le casting que vous envisagiez? C'est-à-dire que quand je m'y suis attaqué, la première fois, mon père venait de mourir et lui avait signé le film. Ah oui. Oui. Et le producteur m'a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas vous? Et avec Jean-Paul Arnaud, avec qui avait commencé le scénario avec mon père, on s'est dit, ben, allons-y. Et on a commencé à travailler. Et on s'est effectivement posé la question du casting à l'époque. Et à l'époque, on avait tout ce qu'il fallait, car il y avait Belmondo, Delon, Brialy et tous ces gars-là qui avaient exactement l'âge qu'il fallait. Car l'âge des Trois Mousquetaires, au maximum, c'est 18-20 ans. Hein. Quand on pense que Richelieu avait 28 ans, ça veut tout dire. Il fallait un petit peu respecter en tout cas cette forme. Ça a été fait par Lester avec Michael York. Oui, mais avec, si vous voulez, il n'y avait pas ce que Dumas n'a pas tout mis parce qu'il y avait une censure malgré tout à cette époque, c'est-à-dire le côté, je ne vais pas dire sexuel, mais la sensualité, c'était à la fois la sauvagerie et du romanesque des Trois Mousquetaires. C'est ça qui était intéressant, c'est de côté ce mélange incroyable de cette époque, où les gens marchaient dans la mer, dans Paris, avec des bottes, c'est pour ça qu'ils avaient des bottes, et en même temps le romanesque, des gens qui montaient pour aller parler à leur belle au balcon. Je veux dire, il y a tout ça dans les Trois Mousquetaires. Et c'est ça qu'on avait essayé de faire avec Jean-Paul. Mais le projet, vous l'avez eu à nouveau beaucoup plus tard. Ben, j'ai recommencé, oui. Alors là, qui envisagiez-vous? J'avais beaucoup plus de difficultés. Là, je voulais justement essayer de créer un D'Artagnan inconnu,
et entouré d'autres gens. Voilà. J'avais pas ce quatuor d'acteurs qui m'était dont j'avais besoin. Oui, donc on vient d'évoquer Un homme et la roca. On sait que José Giovanni, qui était l'auteur du roman original, en a fait une adaptation littéraire lui-même, qui s'appelait La Shkumun, dont on n'a pas manqué de le rapprocher à Un homme et la roca précisément. Et je pense que beaucoup s'accordent à dire que votre film est plus réussi que celui de Giovanni lui-même, ce qui semble un peu étonnant. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une part? D'autre part, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la différence entre la couleur et le noir et blanc notamment? Non, il est fait que, je le dis tout à l'heure, le personnage à l'époque de Jean-Paul est un peu jeune pour jouer ce personnage. Donc ils l'ont repris avec José plus tard, parce que Jean-Paul avait pris il était un peu plus vieux, même plus vieux carrément. Je leur en ai voulu, pour tout vous dire, de marcher sur mes brisés, comme on dit. Et je pense que il y avait une sincérité dans Un homme et la roca qui n'était peut-être pas aussi forte que dans... Il y avait un jeu d'acteurs aussi qui était plus... j'allais dire un peu excessif dans celui de José. C'est pas du tout péjoratif, parce que José est un ami profond que j'aime beaucoup, fait à son âme, mais je crois que c'est ça que si j'analyse les deux films, maintenant, si je les revois l'un à côté de l'autre, j'ai fait ce travail, et je me suis dit, voilà, c'est peut-être pas mieux fait, c'est peut-être pas ça, mais c'est plus sincère, voilà, c'est plus fort dans ce sens-là. C'est toutes les critiques que je peux faire, mais et encore qu'il se peut très bien qu'il y ait des gens qui préfèrent celui de José que le mien. Mais ils ne sont pas vraiment comparables, voilà ce que je veux dire. C'est pas tout à fait le même style, voilà, le même style de film. Donc nous allons faire un bond en avant. On va se retrouver en 1983. Et cette année-là, vous tournez L'été meurtrier, qui est un des plus gros succès du cinéma français. En introduction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Au succès, ça a très bien marché, mais il y a eu heureusement des films qui ont fait beaucoup plus d'entrées que celui-là, mais c'est vrai que ça a été surprenant pour énormément de gens de la profession, à tel point que la profession, c'est des gens toujours un peu jaloux quand même, et à cette époque, j'ai eu du mal, alors qu'avant la sortie du film, les gens étaient très gentils, oh, t'as fait un joli film, etc. Et puis quand il est sorti, qu'il a oui, oh, c'est un film commercial, c'est pas terrible son truc. Mais c'est vrai, il s'est passé ce genre de phénomène qui était bizarre. Est-ce que Gianni était le premier choix? Justement, vous mettez le doigt sur quelque chose, la Gianni était le premier choix. Mais malheureusement, à cette époque-là, elle était physiquement pas en forme. Et comme elle est quand même très déshabillée dans le film à un certain moment, elle n'a pas voulu faire ce film, mais quand après, par la suite, elle a appris que le film allait se faire avec quelqu'un d'autre, elle ne l'a pas supporté, parce qu'elle adorait ces trucs. Et il était 3h du matin quand j'ai reçu un coup de téléphone en pleine nuit, et allô Jean, je voudrais faire le film, je veux absolument faire ce film. Mais je dis, mais Isabelle, d'abord, elle me dit, c'est Isabelle Adjani. J'ai dit, oui, c'est ça, c'est le pape, salut, j'ai raccroché. C'est vachement marrant et tout. Bon, et ça l'a rappelé. Mais je vous assure, c'est Isabelle et tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je veux faire le film. Isabelle, on a engagé quelqu'un, c'est pas possible. Si, c'est possible, je paierai la fille, je paierai tout, je veux faire le film. Et finalement, elle a eu raison, parce que d'insister. Sébastien Chaprizeau a dit c'était notre idée de départ, il faut la prendre, le producteur pareil, et ça a été... J'ai eu moins de, disons... J'étais très emmerdé pour la petite qui avait été choisie et engagée, qui était Valérie Caprisky. Oui, mais quelque part
ça s'est pas trop mal passé parce qu'elle avait déjà signé un film avec Gérard Gir pour un remake d'À bout de souffle. Donc je me suis dit, elle a du boulot, un truc important, même américain, donc bon, ça va. Souchon, pardonnez-moi. Alors Souchon, c'était un choix judicieux parce qu'il était nommé, c'est le premier surprise. Oui, judicieux et difficile, mais parce que j'avais demandé à plein de gens avant, dont Depardieu par exemple, qui était jeune à l'époque, lui aussi, il m'a dit non à l'époque. Et puis je cherchais Devers qui s'est suicidé, évidemment. Et un jour, nous sommes allés voir un film de Jean-Paul Arnaud, avec ma femme, qui s'appelait... comment ? Tout feu, tout flamme. Et j'avais déjà vu dans un autre film de Berry qui s'appelait... Je vous aime. Et puis en sortant, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu me prends pas les Souchon, il est très bien. Je lui ai dit, non, il est pas commissariat, attends, arrête, c'est pas possible. Et puis toute la nuit, j'ai pensé au père Alain, et le lendemain, je l'ai appelé. Et j'ai dit, bonjour, on se connaît pas, mais voilà, je voudrais vous proposer un rôle dans mon film, premier rôle. Ah non, je veux pas, non, je fais ma chanson, non. Mais attendez, je vais vous envoyer le scénario. Ah non. Et puis je vais quand même envoyer. Et il m'a rappelé le lendemain en me disant, bon, ça y est, ma carrière de chanteur est foutue, mais je vais prime. Voilà, ça me passé comme ça. Si vous voulez bien, donc on regarde un extrait de L'été meurtrier. On va le foutu, hein. Maintenant, il faut que je sois patiente. Je les retrouverai tous. Je leur ferai payer cher. À eux et à leur famille. Je ne te fais pas de reproches, mais tu peux bien me dire d'où tu viens, non? Mais tu sais d'où je viens. Mais remets-toi! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me flanques une trempe une seule fois? Mais tu comprends pas. J'ai envie que tu me frappes. Je préfère, tu comprends pas? Mais elle, la pauvre gourde, elle comprend pas plus que d'habitude. Elle continue de se demander qui je suis, ce qui nous est arrivé. Il faut pas que je lui parle de piano mécanique. Je dois me taire et faire tout par moi-même. Sinon, je le sais, elle m'empêcherait.
Un extrait où on se rend bien compte qu'on n'a pas encore présenté le film, on aurait pu le faire avant, mais où c'est l'histoire vraiment d'une vengeance des meurtriers. On le voit bien oui, ici. C'est une histoire de vengeance qui est très mal parce que, en fait, il y a une méprise des gens qui ont vraiment fait le forfait. Voilà, c'est une fille qui fait une psychose puis une névrose à cause de ça, parce qu'elle apprend qu'en fait, elle s'est donné beaucoup de mal pour essayer de retrouver les gens qui ont violé sa mère, et elle se trompe. Voilà. Alors justement, le thème de la vengeance que vous abordez dans ce film, on le retrouve dans une moindre mesure, mais on le retrouve tout de même dans Elisa, film que vous tournez avec Vanessa Paradis en 1995. Est-ce que ce thème, c'est quand même un thème fort, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah, écoutez, Elisa, je vais mettre les choses au point là, parce que cette vengeance, voilà. Un jour, j'ai un producteur qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites en ce moment, etc. J'ai dit, pas grand-chose, pour tout vous dire. Et vous avez un sujet, quelque chose, ben j'en ai un, mais je sais pas, je suis pas encore convaincu. En tout cas, voilà, il y a une jeune fille qui aimerait beaucoup faire un film avec vous qui s'appelle Vanessa Paradis, et Elle était meurtrier, c'est son film de chevet. Alors, j'ai dit, tiens, marrant, je ne connais pas, je l'ai jamais vu. J'ai dit, bon, ben, je vais faire un petit essai d'histoire. Et je dois dire que, comme elle aimait beaucoup Les meurtriers, j'ai essayé de lui faire une histoire qui s'en éloignait pas trop, quoi, qui était encore la recherche du père, la vengeance d'un père dans lequel elle croyait qu'il était un salopard, etc. Donc voilà, c'est d'ailleurs le seul scénario que j'ai écrit tout seul, enfin avec un copain. Mais le thème, c'est moi qui ai trouvé ce truc-là, qui n'est pas forcément terrible, c'était une espèce de décalcomanie de l'été meurtrier. Mais c'est un film qui a eu un assez bon succès et qui, pour moi, est important pour ce qui se passe dans cette île de Saint avec Depardieu et les rapports que ces deux acteurs ont eu entre eux. J'ai trouvé que ce qui se passait, ce qui se disait était... Moi, ça m'a touché. Quoi. Pas parce que je l'ai fait, mais ça m'a touché. Je m'étais... L'autre partie de ce film, c'était pas forcément la jeunesse actuelle, enfin peut-être une partie, mais je sais que ça a beaucoup plu aux jeunes à cette époque, ce film, parce que c'était quand même un reflet d'une certaine liberté d'agir pour des jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là? Quelques corrections? Oui, je voudrais poser une question un peu avant Les meurtriers. Vous avez eu un trou dans votre carrière d'une quinzaine d'années pendant lesquelles vous avez fait de la publicité. Oui, parce que j'avais un trou dans mon portefeuille. Voilà. Alors, dans ma tirelire, alors j'ai fait de la pub. Et les Sainte-Chérie. Pourquoi il y a eu ce trou? Parce qu'il n'y avait pas de demande Non, c'est encore, je vais être assez sincère avec vous. Parce que c'est difficile de ne pas l'être tout le temps. C'est que 3 films avec Jean-Paul, je me suis dit, je vais devenir un peu un metteur en scène groupie. Voilà, et encore, je suis tellement redevable que ça m'en ennuyait de penser ça, mais je me suis dit, il faut que j'arrête ça, il faut que je fasse autre chose. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire cette série. Et comme ça me donnait l'occasion de travailler avec mon frère, avec qui je n'avais pas travaillé avant, comme chef opérateur. Étienne. Oui. Et on s'est lancé là-dedans, on était 4. Et on a fait les premiers 13 épisodes à 4. Je veux dire, mon frère, son assistant, un régisseur et moi. Voilà, on travaillait dans un appartement à Boulogne-Billancourt. Et j'ai insisté parce qu'il y avait
un épisode fait avec Micheline Prel et je ne me souviens plus du nom de l'acteur. Daniel Gélin. Non. Sacha Briquet. Comment? Sacha Briquet. Non. Avec un acteur qui jouait le rôle de Gélin. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai dit, moi, je le fais si vous prenez Daniel. Voilà. Alors, bon, les discussions, parce que Daniel sortait d'un trou noir, parce que plus personne n'en voulait, parce que la drogue, parce que le plafond, parce que ceci, parce que cela. Et là, il était tout à fait clean et formidable. Il a été magnifique dans toutes ces séries. Donc, je me suis lancé là-dedans. Voilà. Et ensuite, la télévision française payait tellement bien que je me suis retrouvé à la fin des 39 épisodes sans argent, ou presque. Donc, à partir du moment où on m'a fait des offres dans la pub, j'ai remonté mes finances. Pendant ce temps-là, il n'y a pas eu d'appel de... Pendant si, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais arrêté ça. Mais moi, comme je faisais de la pub, que c'est très vicieux la pub, parce que surtout quand vous n'avez pas d'argent au début, parce que vous en gagnez donc au jour le jour, j'allais dire, parce qu'un film de pub ça dure 2 jours, alors vous êtes payé comme ça, puis vous dépensez parce que vous n'aviez plus d'argent, donc il fallait dépenser, et après il faut payer les impôts, il faut payer l'énergie, cette espèce de truc qui se prend la queue, là vous êtes complètement marrant, vous rentrez dans un cycle infernal. Et puis pendant ce temps-là, j'ai quand même travaillé avec Sébastien Jarpizo sur des sujets parce qu'il voulait absolument qu'on fasse un film ensemble. Donc voilà comment ça s'est passé. Finalement, on a trouvé. C'était d'ailleurs une aventure formidable parce qu'on cherchait, on trouvait pas. Puis un jour, il est arrivé avec 100 pages d'un scénario qui m'a donné, je l'ai lu, puis on s'est retrouvé dans un restaurant à dire alors quand tu trouves, j'ai dit écoute, je trouve ça très très bien. Mais je préfère tellement, quand tu écris un bouquin, c'est tellement plus beau à lire parce que tu mets beaucoup plus de toi, il est devenu fou furieux. On s'est quitté sur le pavé parisien en se disant des noms d'oiseaux. Et puis, 6 mois après, j'ai reçu un livre qui s'appelait Les Témétriers, avec sur la page de garde, j'ai fait mon travail, à te faire le tien. Et ça, c'est de l'amitié. Je voulais savoir où est-ce que vous avez tourné. Où est-ce que vous avez tourné Quoi? Les meurtriers. Ah, dans le Vaucluse, dans un petit village, enfin tout autour dans le Vaucluse, mais spécialement la ferme à Murs, au-dessus de Gordes. Alors, si vous le voulez bien, nous allons enchaîner sur un grand tournant de votre carrière. On n'a pas passé d'extrait d'Elisa. On avait un extrait d'Elisa à vous montrer. Oui. C'est quoi? Alors, on avait choisi un extrait dans la deuxième partie du film. Le chat et la souris. Le chat et la souris. Sur l'Elisa, justement. Comment? C'est la rencontre, enfin non pas tout à fait, la deuxième rencontre entre le personnage interprété par Gérard Depardieu et Vanessa Paradis. Ah oui, d'accord. Quand elle est en vélo? Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. C'est pas ça? Oui. Exactement. Ça vous convient? Oui, On non. passe comme vous voulez. Si, allez-y, ça me semble. Faire chier, c'est Allez, vers-toi, sale chat, allez! Eh, c'est bon? Qui c'est celle-là? Je la connais pas, je sais pas. Bon, que ce soit fait ce soir, hein? Ça devrait être fait déjà depuis longtemps. Pas moi, jamais, moi j'aime pas tes chiens! C'est ta femme? Non,
marié? Tu pas déjà vu quelque part, toi? Si, au café hier soir, vous étiez complètement bourré. Ouais, Redfond, t'es marié? Je regarde pas. Tu me ramènes sur ton vélo? J'aurais fini. Comment tu t'appelles? Et vous? Ouais, c'est pas un nom ça, ton vrai nom c'est quoi? Charles. Moi c'est Elisa. Bon, j'en ai marre de pédaler. Tiens, prends le vélo. Tranquille. Quand je vois cette scène et le film Elisa, ce qui me frappe, c'est votre facilité à passer du rire aux larmes. J'ai l'impression que vous avez un penchant naturel pour le mélange des genres entre la comédie et le drame. Est-ce que c'est une impression fausse ou qu'est-ce que vous en pensez? Je m'appelle Jean. Oui. Jean qui rit et Jean qui pleure. Bonne réponse. Lorsque vous étiez sur l'île de Saint, étant donné qu'il n'y a qu'un hôtel, vous étiez chez l'habitant? Tout le monde avait des maisons. Jean nous avait loué la habitation. Il était sur le continent, parce qu'il avait de la famille. Et donc on a investi totalement l'île de Saint avec des gens très gentils qui nous ont loué leur maison. Et c'est facile de travailler avec Vanessa. Ils sont comment? Ah, formidable. Une grande gentillesse, une grande écoute, charmante. Non, elles sont très bien. Et Depardieu? Depardieu, je connais bien, j'aime bien, c'est un bonhomme formidable avec tous ses défauts, mais c'est pour moi un des plus grands acteurs, je veux dire même international, c'est un monument ce mec-là. Il a une espèce de... C'est inné, quoi, c'est magnifique et j'ai jamais été déçu. Parfois, mais j'ai jamais vu de film où il était vraiment lâché, quoi. J'ai toujours trouvé fort. Il y avait toujours une présence, une force. Il y a des gens qui peuvent penser le contraire. Moi, je pense que vraiment c'est c'est peut-être le plus grand comédien de sa génération. Ouais, mais il joue avec sa santé quand même. Ah ben ça, c'est pas la vôtre. C'est le fait. Ouais, mais moi, je m'attends toujours à un départ. Comment? On s'attend toujours à ce qu'il ait un départ. Comme dimanche. On va prendre la chose du bois, là. C'est pas drôle. Oh, bonhomme. Et c'est le vivre, comme on dit. Ce qui est époustouflant, c'est qu'il est pas Ah, il est étonnant. Il a une compréhension de ce qu'il fait, c'est incroyable. Il passe des choses avec bon, après, on peut ne pas y aller. C'est autre chose. Sa personnalité dans la vie peut choquer certains. Du tout, c'est ça. Voilà. À la même période, Vanessa Paradis, elle a aussi tourné dans un film où elle est à la recherche de son père. Et je crois que c'est aussi avec Jean-Paul Belmondo. Est-ce que c'est un rapport avec votre film ou... Vous voulez parler avec le truc de Delon, là? Oui. On ne va pas en parler, excusez-moi. Je vous laisse la possibilité de le faire, mais moi je ne vais pas parler de ce film. Ouais. D'accord. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? On va passer directement à un tournant dans votre carrière, avec un film intitulé Les Enfants du Marais, que vous tournez en 1999. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'histoire de ce film? Je peux vous la présenter d'autant plus que c'est un film qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai lu ce livre, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, déjà, j'avais très envie, évidemment, de faire des films. Et puis je me dis, ça c'est un film, c'est une histoire qui mérite qu'on la tourne, parce que les personnages sont tellement truculents, touchants, et que c'est des gens qui vivent hors la loi, complètement en marge de la société. Ils n'étaient même pas marqués sur les feuilles de, comment on appelle ça, de recensement visuel, même pas. C'est des gens qui se démerdaient, qui vivaient au bord d'un lac et qui
qui vivait à l'époque de la vente du muguet, de tout ce qu'ils pouvaient ramasser, ou la neige, d'enlever la neige devant les maisons, ou porter du charbon, enfin des trucs comme ça. Et les grenouilles, en l'occurrence aussi. Et ça m'avait tellement plu que alors j'ai essayé 2-3 fois. Alors j'ai essayé les producteurs, j'ai dit voilà, j'ai très envie de faire ce film. Et alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est 4 gars qui boivent du pomerol au bord d'un étang, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Eh bien écoutez, c'est bien, mais revenez nous voir peut-être avec un sujet un peu plus, voyez-vous. Alors, enfin, je n'ai jamais accepté de faire le film. Et j'ai eu la chance, après Elisa, que ce producteur Fechner, qui voulait me garder dans son équipe, parce que le film, Elisa, avait bien marché, et il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme prochain film? J'ai dit, ben, je veux faire Les Enfants du Marais. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est 4 types qui vivent au bord d'un étang, qui boivent du pomerol. Ah oui, mais c'est vraiment ça que vous voulez faire? Oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Alors il a eu du mal à la détente, et puis il a eu peur que je parte, il fasse quelque chose ailleurs, et on s'est lancé là-dedans. Alors si vous avez eu du mal à décider les producteurs, par contre au niveau des acteurs, vous réunissez encore une fois un casting impressionnant. Oui, parce que les rôles se sont bien dessinés. Jacques était un copain, je veux dire, Dussolier, je le connaissais un peu, Serrault pas du tout, je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, c'est le rôle de Pépé, la grenouille, pas Jean Becker. Vous savez que c'est la première fois que je vais faire un grand-père? Ah bah écoutez, il en faut toujours une première, hein. Et puis il a accepté, donc le film s'est monté aussi sur les comédiens, plusieurs comédiens, il n'y avait pas qu'un, il y avait plusieurs. Et voilà. On regarde l'extrait? Ah, c'est... C'est sublime, non? Tu me le remets? Non. Sinon, il va s'amener avec son battoir, il faut l'eau. Boum! De toute manière, il faut que je change d'aiguille pour pas apporter. Pour rien au monde, je voudrais abîmer ce disque. Qu'est-ce que tu nous as dit que c'était? West End Blues. Le trompettiste, c'est Louis Armstrong. Meilleur de tous. Allez, à la santé des pépés la rainette, lance des anses de la grenouille. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Oh, hé, j'ai une idée. Je te crois pas. Les grenouilles sont pas mal amochées avec l'hameçon. Alors, pour le grand hôtel, si on les mangeait ce soir? Pardon, je te crois. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Qu'est-ce qu'on dit, Pépé? T'es peut-être attendu chez toi. Je dis que je m'en fiche, commandant. Mon genre va aller, tant mieux. Ma fille va me faire la bouche pendant 3 jours. Pour moi, je m'attendrai plus. Et toi, Amédée? Pour moi, personne ne m'attend jamais, puis j'ai jamais mangé de pisse de grenouille. Ça me plairait d'essayer. Alors c'est moi qui fais la cuisine. Ben d'accord. Riton dépiote les grenouilles, moi je m'occupe du feu et Amédée met le couvert. Eh ben voilà. C'est Cricri. Elle voudrait voir le monsieur riche. C'est quoi, toi? Elle voudrait voir le monsieur riche. Le monsieur riche, il s'appelle Pépé. Il va dire à Cricri que je fais les mauvais et que j'arrive. On y va. En fait, c'est quoi votre prénom? J'ose pas dire, je voudrais pas gâcher la soirée. Hyacinthe. Je vous interdis de m'appeler comme ça. Ah oui? Et toi, fiston, si tu voulais me faire un grand plaisir, hein, bien cesse de me dire vous. Comme si je sortais de la cuisse de Jupiter. J'ai vécu bien plus longtemps que toi, moi, dans ce marais. Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, il n'y a pas d'inventer être riche, surtout quand on a gagné avec ses mains. J'aimerais bien être riche, moi. J'ai jamais été aussi riche que quand je vivais ici. Il n'y a pas eu trop de mal pour diriger tout
Vous savez, monsieur, certaines personnes me disent gentiment, d'ailleurs, vous êtes un bon directeur d'acteur. Ouais. Et alors, je les regarde et je leur dis, ah, pardon, certaines personnes me disent, vous êtes un bon directeur d'acteur. Alors, je leur dis, vous savez, un directeur d'acteur, c'est rien. Un film, la direction d'acteur, elle se fait au casting. C'est-à-dire qu'il faut prendre les bonnes personnes pour jouer les rôles, choisir les rôles, les acteurs en fonction des personnages que vous avez à distribuer. Et là, elle est là, la direction d'acteur. Après, vous leur laissez la brique sur le coup, ils se démerdent, et vous, en général, très bien, si vous avez quelques remises en place, ça va, vous faites, vous discutez avec eux et tout. Mais elle est là, elle est au casting. Il faut choisir les bons acteurs, enfin les acteurs qui correspondent au personnage que vous avez, que vous interprétez. Excusez-moi, il buvait vraiment du pomerol? Jacques Villard, il a aimé. Non, on donnait du jus de fraise, je sais pas quoi. Alors, à partir de ce film, à partir des années 90, je trouve qu'il y a dans vos films suivants, Du jour tué, même le dernier, un parfum de nostalgie présent donc, dans vos films. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique, monsieur Becker? Il faut ta poêle. J'ai mis dans le dernier film, d'ailleurs, une phrase de Lévi-Strauss qui dit en quelque sorte dire que je vais quitter la vie dans un siècle que je n'aime pas. Eh bien, c'est pas gentil pour les jeunes ce que je vais dire, mais moi, je suis comme Lévi-Strauss. Je n'aime pas ce siècle. Je n'aime pas la rapidité à laquelle il se déroule. Ça va trop vite. En tout cas, moi, j'arrive pas à suivre. Et donc, je me démerde à faire des films qui me correspondent et qui sont peut-être pas tout à fait dans le ton de ce siècle. Mais tant pis, je persiste. Cette nostalgie, oui. Cette nostalgie célébrée, elle va de pair avec une tendresse que vous avez pour la ruralité, qui est là représentée par le Marais. Le monde rural, qu'est-ce qu'il représente? Il représente aussi la réalité. Je veux dire, on a trop tendance à faire d'être égocentrique, nous les Parisiens tête de chien. Je veux dire, la province, elle existe. Et je pense que moi, je me sens mieux en province, parce que d'abord, il y a d'abord les sujets que je choisis sont pas forcément toujours en province, mais il y en a quelques-uns que j'ai choisis comme ça, ils sont plus en province. Mais il y a aussi la possibilité, quand vous emmenez une troupe de cinéma de tournage en province, c'est des gens qui ne rentrent pas chez eux tous les soirs, qui ne sont pas parler aux enfants, à la femme, à la télé, machin, ils ne sont pas perturbés, ils vivent comme une troupe de théâtre et ils se forment tout d'un coup quelque chose autour du film. C'est très important. Et en plus, l'accueil de tournage dans la province est beaucoup plus facile, que les gens sont beaucoup plus... ils vous accueillent de façon beaucoup plus sympathique alors que c'est pas de la faute des Parisiens. Je veux dire, par là, il y a tellement de films qui s'y tournent qu'à la fin, ils en ont marre, ça bloque les rues, ils ont des encombrements, ceci, cela. Donc voilà, il y a plein de raisons pour ça. Et puis, c'est vrai que je me sens mieux dans ce milieu, dans un milieu rural qu'à Paris. Où je n'habite pas Paris, d'ailleurs. Vous parliez de troupes d'acteurs, et justement, dans Les Enfants du Marais, on retrouve des acteurs que vous avez fait jouer plusieurs fois. André Dussolier, Jacques Villeray, on pense aussi à Suzanne Flon. Michel, on retrouve à plusieurs reprises. Exactement. Ces acteurs font partie de votre famille de cinéma. Vous savez, quand on s'entend bien avec des gens, pourquoi en choisir d'autres? Je parle de ce principe. Un petit peu en tout cas dans les films que j'ai pu faire, parce que je me suis dit, tiens, ça irait bien
Dans ce personnage, je peux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand est-ce que vous allez venir retourner à Cannes? Parce qu'il n'y a pas que les paillettes à Cannes. Il y a des gens très sympathiques. Il y a le festival. Non, c'est pas ça. C'est facile de tourner quand même le festival. On passe inaperçu. Non, c'est pas ça, c'est que Cannes, c'est une ville aussi, quand même, une vraie ville. Là où je fais le prochain film, ça se passe dans un hôpital. Après, j'aurais pas. Peut-être, pourquoi pas. Si le père Brochant me file des pognons, moi je viens. À Cannes, il y a des malades aussi, donc c'était tout. Il y a un diable, il y a déjà tourné. Ah bon, voilà, c'est déjà fait. Madame, vous avez une question? Oui, excusez-moi, une question. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice avec qui vous avez le regret, le désir de tourner, avec qui vous n'avez pas pu tourner? Il y en a plein, il n'y en a pas un. J'ai je vais dire, une énorme affection pour les acteurs en général, les comédiens. Parce que je leur pardonne toute leur, disons, voilà, c'est exactement le mot que j'ai cherché, mais c'est leur caprice, ce que vous voulez, parce que ce sont des gens qui se font mal. Ils vont chercher à l'intérieur d'eux-mêmes pour essayer de rendre crédibles des sentiments qu'on leur demande. D'être triste, d'être gai, d'être violent, d'être ceci. Et si on joue ça, on n'y arrive pas. Il ne faut pas jouer, il faut être. Et c'est en ça, quand je vous parlais de casting, vous savez que si vous choisissez quelqu'un, il va pouvoir faire ça. Et je sais qu'à chaque fois qu'un acteur, par exemple, joue une scène difficile de souffrance, je ne veux pas dire physique, je veux dire souffrance de cœur ou d'amour, ou des choses comme ça, il se fait mal. On ne peut pas faire ça si on ne se fait pas mal. Et c'est pour ça qu'il faut leur pardonner la difficulté de temps en temps qu'ils ont à vivre, parce qu'ils sont peut-être capricieux, parce que peut-être difficile, comment on dit, ils se prennent des trucs, des machins, etc. Mais il faut comprendre. Voilà. C'est très dur d'être acteur. Très difficile. C'est vrai, hein. Pas les faux, pas ceux qui jouent. Ceux qui jouent, un acteur ne joue pas. Philippe Noiret, je ne pense pas qu'il ait tourné avec vous aussi. Non, j'avais fait un truc avec lui, j'aimais bien Philippe, Parce qu'il fait partie de l'univers un peu, je pense, comme acteur. Oui, mais Philippe, que j'aimais beaucoup, il avait tendance à faire un peu du Philippe Noiret à la fin. Et ça, les acteurs ont un peu tendance de temps en temps à renouveler un peu trop leur tic. Et ça, c'est là, quand ils partent dans ce biais, il faut les arrêter, parce que sinon, c'est pas bon. Je me permets juste une petite digression. Vous avez devant vous des élèves qui travaillent notamment cette année sur l'œuvre d'Éric Rohmer. Alors on parlait de la troupe, donc je ne peux pas m'empêcher de faire un parallélisme entre les deux. Éric Rohmer, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui justement, lui a travaillé de façon différente, avec rien, des acteurs qui n'en étaient pas vraiment, enfin qui étaient des gens peu connus. Quand je sais pas, je me souviens de Lucchini, il n'était pas du tout connu quand il a fait, c'est ça, je me souviens plus de ce film. C'était lui la peine nulle. C'est ça, voilà. Enfin, plein d'autres films, mais... Ariel Dombal. Oui, Ariel Dombal, oui. Bon, oui. On va s'arrêter là, hein. No comments. Vous savez, quand il est dans les souks de Marrakech, il ne fait pas du tout l'intéressant. Comment, pardon? Quand elle est à Marrakech, dans les souks, elle est tout à fait gentille, et elle n'est pas maquillée, rien du tout. Et elle est vraiment... Mais moi, je n'ai jamais rencontré dans les trucs de Marrakech, je ne sais jamais. Et donc, pour terminer juste là-dessus, si je peux me permettre,
Vous avez parlé à l'instant de films qui ont eu du succès d'ailleurs, comme Les Enfants du Marais, qui reposent sur un canevas très simple, d'un point de vue scénaristique. Donc, de votre point de vue, sous votre angle, quelle place le metteur en scène prend-il dans la construction du film, puisque on vient de voir qu'une grande importance est accordée au jeu des acteurs, à cette complicité qui s'établissait entre eux. Donc, vous, votre rôle, comment le définissiez-vous? Il est assez simple, j'allais dire, avec aucune fatuité, c'est que pour faire quelque chose, il faut un maître d'œuvre. Donc, voilà, un chef d'orchestre, un architecte, mais il a besoin de tout le monde autour de lui, tout seul il ne fait rien. En tout cas, un homme tout seul avec sa plage blanche, un écrivain, oui. Un auteur, un musicien, il trouve un truc tout seul. Un cinéaste ne peut pas être tout seul. Il faut qu'il soit entouré de gens, il a besoin de gens, il a besoin d'avis des gens, il a besoin de plein de choses. Enfin, moi, en tout cas. J'écoute beaucoup. Oui. Tout en râlant. Je dis, mais non, c'est ta connerie que tu viens de dire. Il n'est pas facile. Je dois écouter tout le monde. Donc une question un peu subsidiaire, mais comment est-ce qu'on parvient en tant que metteur en scène à rendre intéressantes des histoires qui a priori ne le sont pas? Vous auriez lu, comme moi, à 22 ans, Les Enfants du Marais, vous auriez certainement trouvé ces personnages très intéressants. C'était bien écrit en plus par un directeur des postes de. Je ne me souviens plus de quel bled que j'ai rencontré, c'est un homme charmant. C'est bien écrit ici. Ça transparaît déjà dans l'écriture tout de suite. Toujours à tuer, il était beaucoup plus dur que le film, mais ça transparaissait déjà. L'idée d'un homme qui ne veut pas dire qu'il va mourir et qui veut se planquer, et qui se tire et qui devient odieux avec tout le monde. C'était dans le livre. Donc moi ça me suffit, l'idée elle est là. Vous avez souvent 2, 3 idées dans un scénario, c'est très important. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'extrait suivant, qui est un extrait de Dialogue avec mon jardinier. Le Dialogue avec mon jardinier, vous travaillez pour la première fois avec 2 grands acteurs, Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin. Encore une fois, pourquoi avoir travaillé avec eux sur ce film? Au départ, c'était Jacques, un mort, Jacques Villeray. Donc, c'était Jacques Villeray et... Pour le jardinier. Pour le jardinier. Jacques Villeray. Oui. Et c'était Jacques Villeray et Depardieu, je voulais. Donc, et Jacques est mort. Et j'ai cherché. Et je trouvais que Daroussin avait un peu cette possibilité de faire un être simple, comme ça, simple mais malin. Mais Daroussin il est con. Et moi, je ne pouvais plus prendre Depardieu. Pour moi, ça ne pouvait pas être 2 grands mecs, c'est pas possible. Il fallait qu'il y ait une distance physique aussi. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai demandé à Daniel Auteuil de le faire. Donc vous voyez, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment, tout d'un coup, vous avez une vision de dire Daroussin de Paris, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. C'est instinctif. Moi, je dis, c'est pas possible. Alors que certainement, ils peuvent peut-être faire un autre film. Mais là, dans ces 2 caractères, il fallait que ce soit différent. Donc vous avez choisi Daniel Auteuil? Oui. Et Daniel Auteuil, pourquoi vous avez... Parce que je trouve que c'est un excellent comédien et qui peut... justement, il avait une grande difficulté à jouer ce personnage parce que c'est en fait, dans cette histoire, c'est le clown blanc. C'est-à-dire l'autre est amusant par ses réflexions et tout, et l'autre écoute. Et c'est pas facile d'être un clown blanc, d'écouter simplement. Et je trouve que Daniel l'a fait d'une façon excellente. Alors là, nous avons choisi une scène... une scène particulière du film, un moment particulier du film, parce que depuis le début, on se rend compte que vous avez porté un regard très tendre sur vos acteurs, sur les personnages qu'ils interprètent, mais vous êtes aussi capable parfois de virulence, et donc on regarde la scène et on se rend compte tout de suite. Voilà.
Je croyais que tu étais partie à la campagne. Bah non. Merci, c'est gentil. Et Jean-Étienne, je te présente un très bon ami artiste peintre. Voilà, j'ai été son élève. Et Jean-Étienne est photographe. Enchanté. Et Jean-Étienne me parlait des œuvres de Tony. Ah oui? Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je trouve que Tony laisse enfin éclater son talent fondamental de coloriste. Ses noirs sont superbes. Oui, exceptionnels de luminosité. On dirait du Caravage. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à vous suivre, mais vous allez sûrement m'éclairer. Donc, ce noir, ces noirs sont électrisés par de subtiles moirures. Oui, c'est très clair. Mais comment faites-vous pour avoir un jugement aussi sûr? Bah, c'est simple, je regarde, j'analyse et je donne mon sentiment. Et le vôtre alors? Sur Tony? Oh, j'aime beaucoup Tony, mais là, son expo, là, je sais pas. Je la trouve brumeuse, oui, c'est ça, brumeuse. Savez-vous ce que me disait un de mes amis récemment? Non, mais j'ai hâte de le savoir. Eh bien, il me disait que quand il y a de la brume, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est superficiel, limite primaire. J'en ai un plus exigeant, plus tendance. Oui, c'est de voir la couleur dans les plages de non-couleur. De voir dans le noir, non pas du noir, mais du non-blanc. Jean-Étienne, connaissez-vous le tz? Le tz? Non. Z. Le tz. Il s'agit d'un nouveau mouvement et vous ne le connaissez pas? Si, bien sûr, j'en ai entendu parler, c'est japonais, non? Ah non, pas du tout. Non, le tz, c'est tout ce qui est faux. Faux, on veut dire l'anti-vérité artistique. Pas du tout. Faux comme une faux. Le tzi, ça coupe, ça éradique, ça élimine tout ce qui est inutile, les mauvaises herbes, les parasites. Tout, quoi. Vous comprenez? Ah oui, je comprends. Bon, bah, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous. Magda, on s'appelle, et merci de m'avoir présenté ton ami, monsieur Dupinceau. Dupinceau. Oui, Dupinceau, comme du jardin, du maçon, ou du con. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu l'as massacré comme ça? Je sais très bien pourquoi je l'ai massacré. Il me faisait chier, ce petit prétentieux. Enfin, quand même, t'es pas morte. J'en ai marre d'être ici, je veux jamais devenir. Allez, je t'enlève. Dupinceau, t'exagères? Mais Dupinceau n'exagère jamais. Dupinceau va t'inviter à dîner. Ensuite, Dupinceau va te montrer sa vraie nature. Alors, monsieur Becker, est-ce que vous êtes plutôt primaire ou tendance? Non, c'est vrai que de temps en temps, j'écorche un peu la société. Dans Elisa, par exemple, un peu, il y a toute une scène où un mariage, c'est des fous sur les bourgeois. Oui. Il y en a une autre dans 2 jours à tuer où lui, il maltraite ses amis, enfin ses amis, relations. De temps en temps, ça fait du bien. Je l'ai fait, moi. Elle m'en a pris, mais je l'ai fait. De temps en temps, les gens m'énervent. Une fausse prétention idiote, ou la mode, ou comme ça me fait sortir hors de mes gonds et je balance. Ouais. Bon, gentiment d'ailleurs, souvent. Après, je m'en veux. Je dis, t'es con, dit comme ça, mais il y a des choses excessives quand même. Ariel Dombal. Vous oubliez le micro. Oh, pardon. Pour dire du bien d'Ariel. Non, mais j'aime pas ça, je trouvais, en plus, je crois qu'elle est très charmante. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve qu'il y a tout un truc, même de gens de talent, ça m'énerve, l'attitude, le snobisme, tout ça m'énerve un peu, quoi. Est-ce qu'il y a des... En ce moment, les médias me pourrissent la vie. Par tout ce qu'ils racontent, les uns d'une façon, les autres d'une autre, avec des fausses informations et tout ça, c'est insupportable. On va tout recommencer, madame, si vous voulez. Une question d'abord. Excusez-moi.
Mais je vous en prie, chère madame. Alors, on avait commencé par... On n'a pas parlé du film avec Balasco. Je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a une question là-bas. Est-ce que vous choisissez vos acteurs par rapport à leur vie privée Ah non, ça non. Non, ça jamais, je ne veux même pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Non, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je choisis souvent parce que je les ai vus dans tel ou tel personnage, etc. Ou rencontrés dans la vie. Ça m'est arrivé de choisir des gens, peut-être pas pour les premiers rôles, mais parce que je les ai rencontrés, j'ai trouvé que la personnalité correspond. D'un coup, je pensais à eux, tiens, il est bien pour ça. Non, la vie privée des gens, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, hein, mais je ne veux pas juger des gens par rapport à leur vie privée, ça non, surtout pas. Parce qu'on ne la connaît pas jamais, la vie privée des gens. On ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants, pourquoi telle personne est comme ça, on ne sait pas. Une autre question. Vous avez aussi joué dans certains films, est-ce que vous avez apprécié jouer dans l'acteur? Pardon? Vous avez aussi joué dans certains films, est-ce que vous avez apprécié l'acteur? J'aurais bien aimé. Je suis très mauvais et j'ai pas insisté, je vais vous dire. Non, c'est parce que c'était Pascal Thomas qui m'avait demandé de faire des trucs. Non, j'ai dit, mais attends, arrête, je suis très mauvais, c'est ridicule. Mais par mon ego, je le flattais, n'est-ce pas, j'ai accepté je ne suis pas bon du tout, je suis très mauvais. Par contre, j'ai un bon regard pour juger. Et une bonne oreille pour entendre les textes. C'était avec Monet, non? Avec Monet, oui, j'avais fait une petite apparition. Vous avez parlé de l'influence de Leclerc, mais est-ce que vous avez aussi d'autres références? J'ai travaillé avec Duvivier, Verneuil, Pinotto le frère, Jacques Pinotto. Je crois que c'est tout, mais surtout avec Duvivier. Je peux vous raconter une histoire assez amusante au niveau acteur, d'ailleurs, avec Duvivier, qui était un personnage, un grand metteur en scène. Un jour, c'était dans Pau-Bouille, il y avait Danny Carrel, et on lui devait faire une scène, donc il dit bon, il a une voix très calme, ça, il parle bon, mais la caméra là, 50 ans, on dit comme ça, bon, mademoiselle, vous êtes prête, bon, c'est très bien, bon, allez-y, pleurez. Alors, Danny Carrel fait, mais monsieur, je ne peux pas pleurer comme ça, vous êtes comédienne ou vous n'êtes pas comédienne? Mais je suis comédienne, mais je ne peux pas pleurer comme ça, c'est pas possible, il faut que je me prépare. Quoi, vous préparez pourquoi? Vous préparez depuis combien de temps pour essayer d'être comédienne? Alors quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors pleurez, mademoiselle, etc. Et finalement, l'autre, elle a éclaté en sanglots. Bravo, mademoiselle, c'est fait, merci. Ça, c'est la direction d'acteur, ça. Mais elle est un peu dure, hein. Pas qu'il était très dur depuis. Oula. Bon, il a été charmant avec moi, il ne faut pas dire. Il avait peur que mon père vienne lui mettre une claque s'il avait été méchant. Non. Il a été très charmant. Ça dépend, il n'était pas... Les gens ne sont pas méchants de nature, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, il y a toujours des choses qui font qu'on ne connaît pas, qui font que les gens d'un seul coup se changent. Moi, j'étais bien amie avec Jean Marais. Ah bon? C'est bien ça. Copain. Hein? C'était mon copain. C'est votre copain? C'est bien. Jeannot. Moi, je l'ai connu une fois grâce à mon père, j'étais sur sa péniche à Neuilly, où il y avait Jean Cocteau et lui. J'ai fait la connaissance de ces deux personnages hauts en couleur, faut bien dire, formidable. J'ai eu la chance de leur serrer la main. Ah bon? C'est bien aimé. C'est mignon, hein? C'est dans la même commune, hein? Comment? Dans la même commune, hein? Voilà. Est-ce que vous avez connu Nicolas Briançon? Ah non. Il a fait du théâtre chez Jean Marais. Comment? Il a fait du théâtre chez Jean Marais. Ah bon? Ben, je n'ai pas connu M. Briançon. Dommage, moi je le recherche. Alors, il a fait du théâtre. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une dernière question pour M. Jean Becker, s'il vous plaît? Juste pour revenir sur la question des influences, je vous ai entendu dans plusieurs interviews mentionner la notion
hérité de votre père, de réalité poétique dans vos films. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc c'était une définition que mon père avait du cinéma. Il disait le cinéma, c'est du réalisme poétique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je trouve que l'expression est très bonne parce que, effectivement, il faut se rapprocher le plus possible de la réalité, mais en laissant une part à l'imagination et à la poésie. Parce que si vous montrez la réalité crue, ça donne des informations, vous voyez des mots décapités en Irak et des trucs comme ça, et c'est à la poésie, là, non, elle n'est pas vraiment présente. Alors notre dernière question sera concernant votre actualité. Est-ce que vous avez des projets? Ah bah oui, parce que sinon, oui, j'en ai un. Un metteur en scène ne prend jamais sa retraite. Ah ça je sais pas, mais moi j'ai pas envie. Oui, je veux pas qu'on me pousse au tombeau, même si on y va doucement. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos projets Non. successifs? Non, j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est fini, je vous dirai rien d'autre. Très bien. Écoutez, nous vous remercions très chaleureusement d'avoir permis cette rencontre avec le public de la médiathèque. Merci beaucoup, Jean Becker. Merci. Merci infiniment.